Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les bons chiffres du chômage n'empêchent pas les plans sociaux, et ce malgré la croissance. Les suppressions d'emplois chez Danone et Marks & Spencer provoquent la mobilisation des salariés. Tempête diplomatique après la décision américaine de renier le protocole de Kyoto sur le changement climatique. Jacques Chirac parle d'une remise en cause intolérable. Un activiste anti-IVG a été arrêté à Dinan dans les Côtes-d'Armor, soupçonné du meurtre il y a 3 ans aux États-Unis d'un médecin pratiquant des avortements. Il était recherché par le FBI. Et puis l'ouverture à la Villette du Salon de la musique. En France, 5 millions de musiciens du dimanche. En vedette aujourd'hui le boléro joué par 2000 amateurs en plein air. Je vous le disais en titre, au moment où le chômage passe sous la barre des 9%, l'annonce des licenciements chez Marks & Spencer et chez Danone a suscité une vive émotion qu'attisent un peu plus les bons chiffres de la croissance. Commençons par la mobilisation dans les 2 usines LU, menacées directement par quelques 570 suppressions d'emplois sur 3 ans. À Calais, en fin d'après-midi, la grève illimitée avec occupation des locaux a été reconduite pour 1 semaine. Même détermination à Évry. Après le premier choc, les salariés s'organisent. Reportage Cyril Deveau, Laurent Siron. Depuis ce matin, le drapeau noir flotte sur l'usine LU d'Évry. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Les chaînes de fabrication de tous les biscuits sont arrêtées. Les salariés ont déserté les ateliers pour la mairie de Ris-Orangis. Un débat, retransmis en direct sur une radio nationale, y est organisé avec des représentants du patronat et des actionnaires. S'il y a des salariés qui perdent leur emploi, monsieur, et les autres, je vous citerai qu'il y a des actionnaires qui ont perdu la quasi-totalité de leur capital. Pour les plans économiques, il y a des années qui tournent autour. On sait à quoi. Ce sont des fossoyeurs d'entreprises. Ce n'est pas des biscuits qu'ils cherchent à fabriquer, c'est à produire du fric. Les salariés de LU sont venus chercher le soutien des élus et apparemment ils l'ont obtenu. Ils licencient parce qu'ils veulent faire encore plus. Début d'après-midi, retour au quartier général des grévistes, la cantine de l'usine. On y décide la poursuite du mouvement. On est comme les moutons, hein, on attend d'être abattus. Ils ont gagné de l'argent sur notre dos et puis maintenant on n'a plus besoin de nous, on nous jette. Pendant ce temps-là, une délégation de salariés rencontre la direction de LU à Paris. Des représentants de toutes les usines françaises y assistent. Unanimes, ils refusent le projet de suppression de 570 emplois. Si c'est un projet, ça veut dire que c'est pas encore fait et on espère bien inverser la tendance. Enfin, on y croit toujours. Hein. Tout à fait. Grève de soutien dans les usines épargnées, comme ici à Cestas en Gironde, où l'on se méfie de la direction malgré la promesse de 69 créations d'emplois pour doubler la production du site. Nous sommes donc solidaires avec nos collègues et aujourd'hui nos collègues sont touchés et demain ça sera peut-être Cestas et puis les autres sites. Dans l'usine de Calais, elle aussi menacée de fermeture, la grève illimitée avec occupation des locaux a été reconduite pour 1 semaine. Les salariés ont appelé au boycott de tous les produits Danone. Et pour sa part, la ministre de l'Emploi assure les salariés de Danone de sa solidarité. Elle se dit prête à surveiller avec attention les procédures de licenciement. Et compte tenu des résultats financiers positifs de l'entreprise, Elisabeth Guigou et Jean Glévany, dans un même communiqué, souhaitent une large consultation avec les partenaires sociaux. Les préfets des 2 départements concernés seront d'ailleurs reçus dès lundi par la ministre de la Solidarité. Et c'est toujours la stupéfaction après l'annonce surprise de la fermeture des magasins Marks & Spencer. Syndicats et membres du gouvernement se disent sidérés par la brutalité de la décision. Et on imagine aisément ce matin dans quelle ambiance les salariés des magasins ont repris momentanément le travail, soutenus par la clientèle venue inscrire sur un livre d'or son indignation. Peggy Leroy, David Sigal. Des tracts lus avec attention, peut-être parce qu'il ne s'agit ni de publicité ni de promotion. Juste quelques mots pour avertir. Le 31 décembre, tous les magasins de France seront fermés. Le personnel l'a appris hier matin. Et qu'est-ce que ça va devenir? Vous ne savez même pas. C'est agréable de faire partie du personnel et même pas être au courant avant. Ils ne prennent pas trop de gants pour vous. Hein. Choqués par ces méthodes, les clients veulent faire entendre leur colère. La plupart prennent le temps, après leurs courses, d'écrire des messages de soutien. Eh bien, j'ai marqué que je trouve dommage de fermer ce magasin à Paris et je dis pourquoi faut-il que l'intérêt prime tout.
Des cahiers entiers sont déjà noircis. Les mots scandale, honte et gâchis reviennent le plus souvent. Oui, ça me choque. Beaucoup, parce que depuis la création de ce magasin, je suis cliente. Le personnel est sensationnel et je pense que quand même, c'est toujours plein de monde. Alors je ne vois pas pourquoi ces magasins se ferment, c'est tout. La colère des salariés était encore plus forte ce matin. À 9 h, le magasin a ouvert. À 9 h 30, il a fermé. Difficile de travailler pour un PDG installé à Londres aux méthodes brutales. Bon, il est payé très cher pour foutre les gens dehors, très cher. Et je trouve vraiment ça scandaleux, répugnant, il n'y a pas de mots, Finalement, à 10 h 30, les salariés ont décidé de rouvrir les portes quand même. Question de dignité et de sympathie avec le directeur du magasin. La solidarité de mon personnel, notre lien affectif est très fort. Et donc j'en suis très fier, je suis très fier de mon personnel. Mais travailler ne veut pas dire baisser les bras. Les salariés ont bien l'intention de réclamer des indemnités à la hauteur de leurs préjudices. Et ceci nous amène bien évidemment à tenter de décoder ces informations apparemment paradoxales qui nous parviennent en moins de 24 heures. D'un côté, la très belle performance des chiffres de l'emploi, puisque le chômage est tombé en dessous des 9%, mais en même temps, les plans sociaux, la réduction d'effectifs dans les entreprises se poursuivent, malgré les perspectives florissantes du marché. David Boéré. Toujours la même tendance, franchement à la baisse. 27 200 chômeurs de moins en février, soit un total de 2 92 500 demandeurs d'emploi. Le taux de chômage officiel en France repasse en dessous de la barre des 9%, une première depuis plus de 10 ans. Un bon résultat qui conforte le gouvernement dans ses choix. Notre politique pour aller progressivement vers le plein emploi, qui a déjà permis de diminuer de plus d'1 million le nombre des chômeurs en France, continue à porter ses fruits. L'économie surtout continue de tourner à plein régime. La croissance ne montre pas vraiment de signes de faiblesse. Pourtant, les annonces de licenciement ont tendance à se multiplier dans les grandes entreprises. Il ne faut pas exagérer l'ampleur des plans sociaux au niveau de l'ensemble de la France, dans la mesure où aujourd'hui les créations d'emplois de l'ensemble de l'économie française dépassent largement les quelques plans de suppression d'emplois qu'on annonce ici ou là. Et donc ce qui ne remet pas du tout en cause la tendance baissière du chômage, avec un taux de chômage qu'on peut imaginer de 8% d'ici la fin de l'année. D'ici le mois de juin, l'INSEE prévoit la création de 250 000 emplois supplémentaires. Un objectif qui sera atteint seulement si les ménages restent confiants, sans se laisser démoraliser par les mauvaises nouvelles du jour, cette succession de plans sociaux. Les suites des perturbations à la SNCF, le mouvement se poursuit encore demain. Patience donc pour ceux qui partent en vacances. Le point d'une situation inégale selon les régions. Claudine Gilbert. Mauvaise surprise dans les gares. Ce matin, la grève se prolonge, les perturbations aussi. Exemple ici à Strasbourg, difficile de quitter la ville par le train. Écoutez, pour nous ça se passe très mal parce qu'on n'a pas de liaison pour aller en Normandie. Puis on va être bloqué à Paris. À Bordeaux, comme dans la plupart des régions, ce sont les grandes lignes et les lignes régionales qui ont le plus souffert de la grève. Demain samedi, les perturbations continuent sur le réseau TGV Nord et Sud-Est et sur les liaisons de province à province. Côté grandes lignes, on attend un minimum d'un train sur 2. La circulation des TER restera la plus perturbée, notamment à Dijon et à Bordeaux. Des difficultés à prévoir également en Île-de-France sur les lignes du RER. Pour plus de détails, voici les coordonnées des centres d'information de la SNCF. En Belgique, on a bien du mal à y croire, mais les cheminots en liaison juste avant la collision entre les deux trains ne parlaient pas le même langage. Les dernières conversations enregistrées montrent clairement que l'un parlait français, l'autre néerlandais. L'ultime tentative pour éviter l'accident n'avait donc aucune chance d'aboutir. Agnès Gardet. Au lendemain du drame, l'erreur humaine ne faisait déjà plus de doute. Il est 8h43 mardi matin, le train vide quitte la gare de Wavre, grille un feu rouge et s'engage sur la mauvaise voie. L'aiguilleur de Wavre, qui parle français, appelle alors son collègue à Leuven, qui parle lui néerlandais. Il faut à tout prix empêcher le départ de l'autre train. Attends. Les deux hommes visiblement ne se comprennent pas, pourtant il y a urgence, car dans ce laps de temps, les deux trains filent l'un vers l'autre. N'envoie pas le 50, n'envoie pas le 64. Non, attends.
denk dat ze een dingen hebben gedaan. Hallo? Il n'y a pas eu du tout, nous le pensons, de la part d'un cheminot de Louvain, une volonté de vouloir ne pas s'occuper du problème. Il y a eu malcompréhension. Alors une question bien sûr aujourd'hui, si on avait surmonté ce problème linguistique, l'accident aurait-il pu être évité? C'est difficile à dire, mais il est possible qu'on aurait pu encore à ce moment-là, à la gare de Louvain, prendre la décision de couper l'alimentation électrique. Mais on n'est pas sûr que ça aurait changé les choses. L'électricité a fini par être coupée mais trop tard. Bilan de la collision, 8 morts. À sa décharge, la direction des chemins de fer belges rappelle que le conducteur incriminé avait déjà brûlé un feu rouge 2 mois auparavant. Au terme de la deuxième semaine du procès de Guy Georges devant la cour d'assises de Paris et après les aveux de celui qui a reconnu le meurtre de 7 femmes, la journée était essentiellement consacrée à l'examen des preuves génétiques qui ont confondu Guy Georges, des preuves dont disposait la justice et qui ont été utilisées tardivement faute de fichiers. Yasmina Farber, José Boulestex. C'est l'homme qui a démasqué le tueur de l'Est parisien en 98. Dès 95, le docteur Pascal avait l'ADN de Guy Georges dans ses dossiers. Le laboratoire de Nantes avait analysé un prélèvement de sang que l'accusé avait accepté dans le cadre de l'affaire Elsa Benadi. Pour cette affaire, l'empreinte génétique n'a pas permis de le confondre. Dommage, car à la même époque, le docteur Pascal travaille sur 2 autres crimes du tueur en série. Un ADN a été relevé sur les corps des victimes, il l'appelle SK, comme serial killer. Mais sans fichier, impossible de dire que SK est Guy Georges, le tueur frappera encore 2 fois. Si j'étais sorti de mon travail d'expert, eh bien, nous aurions identifié Guy Georges en 1995 et que Estelle Magde et Mademoiselle Sirotti aujourd'hui seraient vivantes. Donc effectivement, nous ne sommes pas sortis de notre travail d'expert, nous sommes restés dans le cadre de la légalité, c'est-à-dire que nous n'avons jamais fait de comparaison. Et ces 2 jeunes filles, par ce fait-là, sont mortes. Depuis, une loi de 98 prévoit un fichier pour la prévention des agressions sexuelles. Techniquement, il n'est toujours pas opérationnel. De plus, les familles regrettent qu'il ne soit pas élargi à tous les criminels, en dehors des criminels sexuels. Nous sommes tous très en colère, parce que nos filles ont subi quelque chose que d'autres jeunes femmes pourraient, si on donnait les moyens à la police technique et scientifique, ne pas subir. Gilbert Hill a instruit le dossier Guy Georges. Aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir ordonné plus tôt une recherche d'ADN aux experts. Il a transmis un message aux parents de Magali, une victime de 97. Je leur demande pardon. Le cas Guy Georges pourrait se reproduire aujourd'hui. C'est le terrible constat du docteur Pascal sur l'inefficacité des moyens. Quant au garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu a précisé cette semaine qu'elle s'intéressait de près à cette affaire de fichiers. Recherché par le FBI, c'est à Dinan dans les Côtes-d'Armor qu'un activiste anti-avortement a été arrêté. Cet homme de 46 ans habitant près de la frontière canadienne est soupçonné d'avoir assassiné il y a 3 ans aux États-Unis un médecin qui pratiquait des interruptions de grossesse. Pascal Doucet-Bon, Olivier Sioux. Très dangereux. Voilà ce que la police américaine pense de James Cobb, 46 ans. Il fait partie des 10 hommes les plus recherchés par le FBI. Mais quand les policiers de Dinan l'ont arrêté hier en pleine rue, il n'a opposé aucune résistance. Il n'était pas armé. On le suivait environ 300 mètres. Et à un moment donné, c'est-à-dire dans la vieille ville, on a décidé de l'interpeller. On l'a maîtrisé aussitôt, mis par terre, menotté. Voilà. Les policiers savaient que James Cobb était caché près de Dinan et susceptible de passer à la poste, récupérer de l'argent envoyé par des complices américains. Il était venu chez nous la vieille, donc avec une attitude un peu compliquée, un peu bizarre, ce qui avait levé un peu des doutes aux agents. James Cobb se qualifie lui-même de terroriste anti-avortement. La police américaine est persuadée qu'il a tué de sang-froid dans sa maison un médecin spécialiste de l'IVG en 98. Il s'était ensuite enfui grâce à un réseau clandestin dont quelques membres seulement seront arrêtés. À l'époque, l'assassinat déchire l'opinion américaine. Certains militants anti-avortement n'hésitent pas à justifier l'assassinat. Leurs homologues français n'en sont pas tout à fait là. Il s'est dressé contre cette folie, cette barbarie. Alors, je n'approuve pas son geste, bien sûr, mais je crois qu'on peut le comprendre. Washington a demandé l'extradition de James Cobb, mais celle-ci ne sera pas si simple. L'homme encourt la peine de mort dans l'État de New York et la France rechigne à extrader des suspects dans un tel cas.
Que de remous et d'indignation après la décision unilatérale américaine, celle du président George Bush, de ne pas ratifier le protocole de Kyoto concernant la lutte contre les changements climatiques. Jacques Chirac dénonce une inacceptable remise en cause, même consternation pour le Premier ministre japonais ou encore pour les représentants de la communauté européenne. Un vent de tempête qui suit donc l'annonce américaine de considérer comme lettre morte ce protocole destiné à réduire les gaz à effet de serre. Agnès Monteux. Nous sommes à Kyoto en 1997. Il aura fallu plus de 10 ans avant de parvenir à un accord, 10 ans de lourdes négociations, 38 pays trouvent enfin un terrain d'entente. D'ici 2012, ils acceptent de réduire leur rejet de gaz à effet de serre de 5,2%, moins 8% pour l'Europe et moins 7% pour les États-Unis. Un accord qu'aucun des pays industrialisés n'a aujourd'hui ratifié. À eux seuls, les Américains rejettent plus du tiers du total de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Premiers pollueurs au monde, ils ont toujours cherché à biaiser, à faire en sorte de ne rien changer à leurs habitudes. Leur grande idée, les permis de polluer. Dans cette société, on fait du business de pollution. Les entreprises les plus polluantes achètent des droits aux entreprises les moins polluantes. Les Américains veulent généraliser ce principe entre pays. Autre idée, les puits de carbone. Plus on plante de forêts qui absorbent les gaz à effet de serre, plus on a le droit de polluer. Personne n'est donc d'accord sur la façon d'appliquer les accords de Kyoto, mais en les rejetant purement et simplement, George Bush a fait l'unanimité contre lui. Le président Jacques Chirac a tenu ce matin des propos très fermes. À l'heure du réchauffement climatique, de l'inquiétante et inacceptable remise en cause du protocole de Kyoto, que j'appelle solennellement tous les États, et d'abord les pays industrialisés, à mettre en œuvre intégralement et sans retard le protocole de Kyoto. La Grande-Bretagne, la Chine, le Danemark, tous en appellent à la sagesse des États-Unis. Les Japonais sont bien décidés à déployer tous les efforts diplomatiques possibles. Dès la semaine prochaine, une nouvelle rencontre est prévue entre George Bush et des représentants de l'Union européenne. Mais déjà, on envisage de poursuivre les objectifs de Kyoto, même sans les Américains. Au Danemark, pas de pollution majeure, même si les premières nappes de mazout ont fait leur apparition après l'accident d'un pétrolier en mer Baltique en milieu de semaine. Le pire est sans doute évité, restent ces tonnes de fioul qui s'échappent du navire, sévèrement contrôlé par de nombreux bâtiments anti-pollution. Ligue de la Mornay. Noircis par les hydrocarbures, les cadavres des cygnes de Bogo sont ramenés sur le rivage. Est-ce la mesquinerie des courants marins? Toujours est-il que la principale nappe de pétrole est venue s'échouer sur les berges d'une des plus belles réserves ornithologiques du Danemark. Pour le reste, les côtes danoises ont échappé au pire. L'essentiel de la pollution est miraculeusement passé entre deux îles, ici, dans le détroit de Grönsund. Échappé au pire quand on imagine que 1900 tonnes de pétrole seulement ont été déversées par ce tanker sur les 30 000 tonnes qu'il contenait. Éventré sur 20 mètres de long, le pétrolier a été percuté par ce cargo chypriote dans la nuit de mercredi à jeudi, dans des circonstances toujours inexpliquées. Aujourd'hui, grâce à une météo favorable, 6 navires anti-pollution ont pompé une grande partie du fioul en surface. Mais les puissantes associations écologistes danoises exigent que dès à présent, on élitreille à bord des bâtiments qui entrent dans ces eaux des pilotes locaux, spécialistes de la mer Baltique. Une mer fermée ou une marée noire de grande ampleur serait catastrophique. Alors que démarre cette fin de semaine la première zone des vacances scolaires, ces menaces de l'ETA qui recommandent aux touristes de ne pas se rendre en Espagne. L'objectif de l'organisation indépendantiste basque étant désormais d'attaquer directement les sites touristiques. Agnès Varamian. Voilà le document qui authentifie les menaces sur Vicente Lizarazu. Un bulletin interne d'ETA appelé Zutabe, la colonne en basque. En page intérieure, un long commentaire confirme les exigences financières de l'organisation. Lizarazu doit prendre cela au sérieux, écrit ETA. Ce bulletin ainsi que le double de cette lettre envoyée en décembre à Lizarazu ont été saisis sur un militant d'ETA arrêté le 8 mars dernier en France. Gregorio Vicario-Sétien est présumé être le chef du commando qui a dérobé 1,6 tonne d'explosifs il y a 3 semaines près de Grenoble. Avec ces éléments, la police a donc la certitude désormais que les menaces sur Vicente Lizarazu sont authentiques. Depuis 3 mois et demi, le footballeur vit en permanence sous escorte policière. Des menaces, ETA en profère et en met à exécution beaucoup.
Il y a moins de 10 jours, des voitures piégées explosaient dans 2 centres touristiques d'Espagne. Et ce matin, les séparatistes mettaient en garde par voie de communiqué les touristes européens. À ceux qui choisissent ces centres touristiques, l'ETA veut faire savoir qu'elle considère ces zones comme objectif de ses actions. Et pour qu'il n'y ait pas de conséquences indésirables, nous recommandons de ne pas aller dans ces endroits. En réponse, les autorités de Madrid affirment ce soir que l'Espagne est un pays sûr et appellent la France à plus de vigilance. Hier soir, le directeur général de la police française était sur la frontière à Hendaye pour donner à Madrid le signe d'une coopération renforcée. Et l'ETA a revendiqué officiellement aujourd'hui le vol d'une tonne et demie d'explosifs dérobés le 7 mars dernier près de Grenoble. En Israël, nouvelle journée de violence alors que se déroulait aujourd'hui le 25e anniversaire commémorant la mort de plusieurs Arabes israéliens en mars 1976. Un vendredi sous extrême tension avec plusieurs milliers de manifestants à Gaza et des jets de pierre devant le mur des lamentations contre des Juifs en prière. Anne Pancinet. Chaque vendredi est un jour de colère pour les Palestiniens et ce depuis plus de 5 mois. Mais on s'attendait à ce que ce vendredi-là le soit plus particulièrement après les raids israéliens de mercredi soir. À Jérusalem-Est, les manifestants ont tenté d'entrer sur l'esplanade des mosquées en vain. L'armée israélienne les en a empêchés sans faire de victimes. Ça n'a pas été le cas en Cisjordanie. Le bilan est très lourd, 5 morts. Ici à Naplouse, ils étaient 8000 à défiler au centre-ville. Une partie de la manifestation s'est approchée du barrage israélien qui marque la limite de la zone palestinienne. 4 lanceurs de pierres ont été tués. Les soldats ont fait usage de balles caoutchoutées et de balles réelles. Gaza, cet après-midi, enterré avec tous les honneurs l'officier de la garde présidentielle de Yasser Arafat, tué au cours du raid israélien de mercredi soir. Enfin, à Hébron, l'armée a repris pour la 3e fois cette semaine des bombardements à l'arme lourde contre un quartier arabe. Cette journée de colère était d'autant plus redoutée qu'elle coïncidait avec la journée de la terre, journée de protestation des citoyens arabes d'Israël. 13 d'entre eux avaient été tués en octobre dernier au cours de manifestations. Après concertation avec les leaders arabes israéliens, la police s'est totalement retirée des villes arabes où devaient se tenir les manifestations, de sorte que de ce côté-là au moins, la journée a été calme. À Genève, devant la Commission des droits de l'homme, Jacques Chirac a appelé solennellement à l'abolition universelle de la peine de mort. Un message directement adressé aux États-Unis. Le président de la République a ajouté que plus d'une centaine de pays l'avaient aboli. En aucun cas, il ne peut s'agir d'un acte de justice, a ajouté le chef de l'État, affirmant que chaque exécution peut tuer un innocent. Et puis concernant maintenant la question ô combien polémique de la convocation de Jacques Chirac cette semaine à titre de témoin par le juge Alphen, voici comment l'opinion publique a réagi. Si l'on en croit ce sondage CSA Le Parisien, pour 64% des Français, cette convocation est normale, 30% au contraire, y sont opposés. Cette fin de semaine se déroulera le Conseil national interrégional des Verts, bien décidé à goûter les fruits de leur victoire municipale, avec comme nouveau terrain de prédilection les quartiers populaires désertés par le Parti communiste. Alban Mikosi, Bruno Liberto. Désolé monsieur, mais pour les élections on n'a pas voté, on avait football. L'excuse est bien sûr imaginaire, elle pourrait être vraie. Grenoble, quartier des géants, ici 2 électeurs sur 3 ont boudé les municipales. Les autres, ceux qui ont voté, ont choisi majoritairement la liste écologiste. On est dans une situation limite du point de vue de l'expression politique, puisque trop peu de gens ont saisi ces élections. Donc nous avons à reconstruire. Nous avons à reconstruire, 1, le débat citoyen collectif, et 2, la participation au projet. À Grenoble, la liste écologiste compte 18 élus contre 5 au PC. Des hommes, des femmes, souvent surdiplômés, qui veulent investir massivement les quartiers populaires. Absolument qu'on discute demain des secteurs et qui sont les conseillers municipaux. Ils sont à l'image de cette proximité urbaine et du rapprochement avec la gauche protestataire dont les Verts font un nouvel axe de développement. Écoutez, c'est la gauche qui n'est pas dans les partis traditionnels, PSPC, mais qui trouve son origine dans des pratiques politiques associatives, syndicales. Concrètement, des jeunes veulent transformer cette usine désaffectée en un espace socioculturel alternatif. Les élus verts soutiennent ce projet au nom du nouveau concept à la mode chez eux, la NPU, nouvelle pratique urbaine. Si on n'offre pas à des jeunes
de modifier un petit peu des comportements, oui, alors ça bouscule des habitudes, c'est évident. Ils le feront de manière, je veux dire, illégale. Grenoble, c'est quartier populaire où la violence est latente. Mais Grenoble, qui fut aussi historiquement le laboratoire des idées neuves à gauche, Grenoble enfin, terrain d'expérimentation pour les Verts. En Grande-Bretagne, les premiers vétérinaires français sont venus prêter main forte à leurs collègues britanniques pour inspecter de nombreuses fermes susceptibles d'être contaminées. Reportage de notre correspondant permanent dans le district le plus touché par la fièvre afteuse, Laurent Boussier. Quand nous l'avons rencontré ce matin-là au quartier général de la lutte contre la fièvre afteuse, Yves-Paul Vèche venait d'arriver. Vétérinaire militaire, il fait partie de cette douzaine de vétos envoyés par la France pour s'intégrer dans le dispositif de lutte contre l'épidémie mis en place par les Britanniques. Premier jour, première mission. Dans ce district de Cumbria, le plus touché de Grande-Bretagne, il s'agit d'aller visiter une ferme dans laquelle il y a suspicion de fièvre afteuse. Le diagnostic de la fièvre afteuse n'est pas toujours facile, en particulier chez le mouton qui extériorise de façon moins nette les symptômes que chez la vache ou par exemple ou chez le porc. Pour entrer dans la ferme où lui seul a le droit d'aller, il doit s'équiper complètement, s'isoler pour ne pas être plus tard un agent de transmission du virus. L'inspection va durer près de 3 heures. Cette fois-ci, il n'y a rien d'inquiétant à signaler. L'accueil que j'ai reçu a été extrêmement courtois et agréable. Manifestement, les vétérinaires anglais étaient très contents d'avoir du renfort. À quelques kilomètres de là, sur l'ancien aérodrome militaire, la ronde incessante des engins continue. Chaque jour, 10 000 moutons arrivent ici. À peine descendus des camions, ils entrent dans ce hangar. 10 minutes après, leurs carcasses en ressortent, puis sont jetées dans ces immenses tranchées. Pendant ce temps-là, le gouvernement britannique, qui n'a pas encore officiellement pris sa décision, a fait préparer des milliers de doses de vaccins. C'est dans ce district de Cumbria, où hier encore 20 nouveaux foyers de fièvre afteuse ont été recensés, que devrait commencer très rapidement la vaccination dite sélective de quelques 100 000 bovins. Une vaccination qui, paraît-il, devrait retarder l'épidémie et surtout permettre de régler les problèmes de logistique qui, malgré l'action des militaires, restent très importants. Une bonne nouvelle pour Airbus qui a désormais le champ libre après la décision de Boeing de renoncer à son projet d'un 747 qui devait concurrencer le futur avion géant européen. Stéphane Dépinois. Voici l'oiseau, un avion sonique capable de voler à 1100 km/h, juste en dessous de la vitesse du son. 2 ailerons à l'avant pour la stabilité, une double aile delta à l'arrière. Il aura la taille d'un Boeing 767 et il pourra embarquer jusqu'à 300 passagers. À cette vitesse, l'appareil mettra 2 heures de moins que les avions actuels pour franchir l'Atlantique. Ce que nous voulons d'abord, tout comme les compagnies aériennes, c'est offrir aux passagers un voyage plus rapide, un trajet plus court, direct, de point à point. C'est un revirement complet dans la stratégie de Boeing. L'avionneur américain ne mise plus sur le marché des Super Jumbo. Le projet de 747 version rallongée est mis en sommeil. Airbus se retrouve donc seul sur le créneau des gros porteurs avec la 380. Mais si le paquebot désert a déjà convaincu les compagnies, l'avion sonique, lui, aura un défaut majeur. Il sera gourmand en kérosène. Bref, les Européens ne sont pas inquiets. Il nous semble que le coût que ça va représenter ne représente pas, enfin ne contribue pas à des performances de l'avion qui vont déclencher un intérêt suffisant des passagers, du marché, des compagnies aériennes. Enfin, en quelque sorte, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Aujourd'hui, Boeing et Airbus font jeu égal, mais les Européens pourraient bien prendre une longueur d'avance. La 380 est déjà sur la rampe de lancement, alors que l'avion sonique n'est qu'au stade du projet. Une page sportive à présent avec d'abord l'annonce officielle de l'utilisation de la méthode française de dépistage de l'EPO. Dès dimanche et par souci de transparence, essentiellement dans le milieu du cyclisme, l'UCI a pris le parti de valider cette procédure. Les explications de Florent Gautreau et Pierre Lepetit. On n'osait plus y croire et pourtant on pourrait bien vivre au mois de juillet un Tour de France sans EPO. L'UCI a annoncé cet après-midi que l'EPO serait détectable à partir du 1er avril. Un soulagement pour les organisateurs de la grande boucle.
Je crois que ça aura le mérite, à partir du mois d'avril, dans toutes les compétitions et surtout dans le Tour de France, de mettre fin à cette espèce de suspicion généralisée qu'il y avait autour des coureurs cyclistes. Ironie de l'histoire, c'est donc Hein Verbruggen, le président de l'UCI, souvent critiqué pour son immobilisme, qui se retrouve à la pointe de la lutte antidopage. L'UCI est en effet la première grande fédération sportive à mettre en place des contrôles anti-EPO. La méthode française retenue et mise au point par le laboratoire de Châtenay-Malabry repose sur un simple test urinaire, une avancée saluée par les coureurs français. Moi je dis enfin ouf, heureusement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'attendait, ça fait longtemps que tout le monde le demandait, que ce soit les coureurs, les instances sportives, le public au bord de la route demandait ça aussi, et je pense que ça aurait été mal vu de repartir sur un Tour de France 2001 en disant le PO on ne peut pas le retrouver, mais bon les coureurs ne se dopent pas, mais on ne peut pas retrouver le PO. Le nombre des prélèvements sera revu à la hausse dans les semaines précédant les grandes courses et les coureurs convaincus de dopage à l'EPO seront suspendus de 6 mois à 1 an. La lutte antidopage a franchi un palier. La traversée du Pacifique à la rame sans assistance, c'est donc possible. Un Britannique de 54 ans, après 274 jours de galérien et 13 000 kilomètres parcourus, a failli toucher terre sans encombre, mais son bateau s'est retourné à une cinquantaine de mètres de Brisbane, près de Sydney, en raison de la houle. Paris, capitale des prochains Jeux Olympiques de 2008. Bien sûr, la décision n'est pas encore prise, mais on a bon espoir, un espoir entretenu par les déclarations élogieuses du président de la commission d'évaluation qui s'est dit carrément impressionné par le projet sportif français. Christelle Bertrand. En lettres capitales, Paris dit oui pour les Jeux en 2008. 4 jours pour convaincre, la France a réussi son examen de passage, mais cela ne veut pas dire qu'elle a déjà gagné. Notre candidature est une très belle candidature. Très très belle. Alors, cela étant, ça ne veut pas dire qu'elle gagnera forcément. Vous savez, on est dans une compétition, c'est comme dans le sport. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. Mais oui, Paris a de forts atouts. 60% des infrastructures existent déjà, comme le Stade de France ou Bercy. La Tour Eiffel et le Grand Palais n'auraient juste qu'à subir des aménagements. Positif aussi, les transports en commun, RER et métro réduisent le temps des transferts entre les compétitions et le village olympique. Enfin, l'atout majeur est le soutien politique. Si les dépenses dépassent 22 milliards, l'État s'engage à mettre la main à la poche. Mais Paris a des adversaires. Pékin est son principal concurrent. La Chine veut s'ouvrir au monde. Elle tente de présenter un nouveau visage, plus démocratique. Mais le pays est dans le collimateur des défenseurs des droits de l'homme. Le Congrès américain est contre les Jeux à Pékin. Il a voté une résolution pour tenter d'influencer le CIO. Toronto pourrait aussi gagner la partie. La ville canadienne présente les mêmes atouts que Paris. En plus, Toronto charme les détenteurs des droits télévisés. NBC, la chaîne américaine très influente, préfère retransmettre des épreuves sans décalage horaire, garantissant une audience qui lui a fait défaut aux Jeux de Sydney. Enfin, restent 2 outsiders, Osaka et Istanbul. La ville turque a fait tout ce qu'elle a pu, mais ses énormes problèmes de transport compromettent ses chances. Le 13 juillet à Moscou, les Jeux seront faits. Le CIO désignera alors son vainqueur. L'ouverture aujourd'hui du 17e Salon de la musique à la Villette. Au total, 5 millions de musiciens amateurs en France. Pour cette inauguration, une première surprise. 2000 amateurs passionnés rassemblés en plein air autour de l'esplanade de la Villette pour jouer le boléro. 40 familles d'instruments différents pour cette version inédite accomplie par des amateurs. Bénis des dieux puisque le ciel était de la partie. Et parmi ces musiciens du dimanche, le portrait de ce conducteur de poids lourd. Il construit des autoroutes, ce qui l'amène parfois loin de chez lui. La musique l'accompagne alors, c'est son oxygène depuis 42 ans. Sophie Jouve, Frédéric Basile. Après la communion solennelle, comme j'étais libre, les parents m'ont poussé à la musique. Et tous les ans, il fallait que j'apprenne un instrument de plus. Vous avez appris comment? 1 an solfège avec un professeur. 1 an de corneur et piston avec un professeur. 1, 2 et 1.
Le restant tout seul. Tous les dimanches matins, répétition avec le Big Band municipal de Liévin. Un moment sacré, réservé au jazz et aux vrais copains. Il peut y avoir des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des ouvriers, etc. Donc on vient d'horizons très très différents. On vient ici surtout pour la convivialité. Hein. On aime faire de la musique ensemble, de se retrouver ensemble. Et ensuite, peut-être après la répétition, prendre l'apéritif. Mais il faut déjà songer à l'autre partie du programme. Dans la commune voisine, Jean-Pierre fait également partie d'une harmonie. Et aujourd'hui, elle donne son grand concert annuel, un événement que personne ne voudrait manquer. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire de la musique le week-end? On oublie Les soucis sont oubliés totalement. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Après qu'on a fini, on rentre à la maison, on repense à ses soucis. Chacun les siens. Ouais. Heureusement qu'il y a de la musique. S'il n'y avait pas de la musique, c'est perdu. La musique lui a permis de surmonter les drames de sa vie. Alors partout avec lui, Jean-Pierre emporte son gris-gris, sa petite trompette qui ne le quitte jamais. Son truc à lui pour retrouver l'harmonie. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Les bons chiffres du chômage n'empêchent pas les plans sociaux, et ce malgré la croissance. Les suppressions d'emplois chez Danone et Marks & Spencer provoquent la mobilisation des salariés. Tempête diplomatique après la décision américaine de renier le protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Jacques Chirac parle d'une remise en cause intolérable. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec la crime et avocats associés. 0h25, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le spationaute Patrick Baudry. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2 et je vous laisse pour un instant en compagnie du Boléro de Ravel.